Dimanche matin sur Radio J, c'est l'heure de retrouver Vladimir Fedorovski, ancien diplomate, écrivain russo-ukrainien. Votre nouvel ouvrage, Staline, Poutine, dialogue d'outre-tombe, sort aux éditions Ballant à la rentrée. Bonjour Vladimir. Un plaisir d'être avec vous. Vladimir, aujourd'hui nous revenons avec vous sur un épisode important de l'histoire, très important même, puisque chaque dimanche on passe au crible avec vous le passé pour éclairer le présent. Aujourd'hui on revient sur la bataille de Stalingrad, un événement très important, un pivot même. Dites-nous pourquoi. Quand on analyse la Seconde Guerre mondiale, c'est la bataille déterminante. Dans la réalité, on ne peut pas, moi francophile que je suis, je souligne toujours le rôle de débarquement et le rôle de la France libre, notamment de Gaulle, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais quand même, rien n'était joué. Il y a une sorte de réflexion à mener à propos de la Seconde Guerre mondiale qu'on ne sait pas comment ça tourne. Et détrompez-vous, en 1941, il y avait les grands maréchaux, notamment maréchal Zhukov, il a retourné la situation près de Moscou, il a repoussé, mais 1942, rien n'était joué. Et Hitler, il aurait pu vraiment détruire les Russies. Et la bataille la plus décisive, évidemment, c'est la bataille dans les rues de Stalingrad, qui a complètement transformé après le destin de la Deuxième Guerre mondiale, de la Seconde Guerre mondiale. Je pense qu'il y a là-dedans, dans cette bataille, il y a l'aspect d'actualité. Il faut dire que pendant la première partie de la guerre, Staline s'appuyait sur l'établissement militaire tel qu'il était conçu avant la guerre. Et au fur et à mesure, quand il a géré la guerre, il a fait deux transformations essentielles, et ça, c'est une inspiration directe pour Poutine aujourd'hui. Tout d'abord, il a transformé le complexe militaire-industriel russe d'une manière radicale, pensant qu'il faut faire beaucoup de choses, mais surtout, il a poussé à la première ligne les jeunes généraux. Les généraux qui sont devenus les maréchaux emblématiques de la Seconde Guerre mondiale. Vous connaissez certainement deux noms, Zhukov et Rokossovski, qui sont des grands héros de cette période. Et est-ce qu'il y avait l'erreur de Hitler à ce moment-là? C'est ce que j'allais vous demander. Qui a eu de la chance? Vous savez, c'est très difficile à dire. Je pense que Hitler, il a commis quand même une faute stratégique. Il a pensé qu'il faut prendre à tout prix Stalingrad pour double raison. Parce qu'il a voulu couper le pays du pétrole de Caucase, et il a voulu offenser dans le sud, mais en Hitler, vous avez parlé de l'irrationalité dans la gestion de la guerre, il pensait beaucoup aux emblèmes. Aujourd'hui, il y a parfois les... Et puis il pensait beaucoup à tuer des juifs, même en dehors de toute rationalité. Évidemment, tuer les juifs, ça va sans dire, mais vous connaissez jusqu'à quel point c'est important pour moi, et je dois vous dire que... Est-ce que c'est ça qui différencie Hitler et Staline? C'est qu'il y a encore plus d'irrationalité chez Hitler qu'il y en aurait chez Staline? Bien sûr, mais en Staline, il y a beaucoup d'irrationalité. Mais ce qui différencie, malgré tout, Staline et Hitler, vous avez évoqué la question, parce que Staline, initialement, il était marqué beaucoup par l'esprit international, par l'ouverture avec les autres. Il ne faut pas se leurrer. Auprès de lui, il y avait des collaborateurs de tout premier plan. Le numéro 2, longtemps, de Staline, c'était un certain Kaganovitch, qui était l'homme d'origine juive. Et je n'ai pas eu le temps de vous raconter pendant la signature du pacte de Molotov-Ribbentrop, Staline, qui était quand même un homme assez particulier, il dit à Ribbentrop,
venez me voir, venez me voir. Je vais vous présenter mon ministre le plus en vue. Il s'occupe de chemin de fer. Trinquez avec lui. Il a pris par la main, et Ribbentrop, il devait trinquer avec un juif. C'est-à-dire, il y a une différence quand même d'approche. Au-delà de ça, est-ce que Staline, il était... Je vous dis que la meilleure déchiffrage de Staline, il était fait par le maître et Marguerite de Bulgakov. Et maître et Marguerite, l'incarnation de Staline, c'est le diable. Côté irrationnel. En Staline, il était très fort. Mais pour revenir à Stalingrad, il y a un autre aspect, je vous dis transformation de complexe militaire, transformation de l'armée, et il a poussé à la première ligne quand même les généraux exceptionnels. Et la différence a été faite à Stalingrad, je pense que c'est la différence du caractère carrément rationnel. La différence a été faite par le génie militaire, donc le plus grand, à mon sens, chef de guerre de la Seconde Guerre mondiale, Zhukov, qui a établi un plan très pointu de la défense de Stalingrad. On évoque souvent dans ce qui s'est passé à Stalingrad, et on l'évoque souvent d'ailleurs même actuellement hein, dans la guerre en Russie et en Ukraine, le facteur des températures, du temps, du climat qui est rude, de la neige ou alors de l'été qui fait chaud. On évoque beaucoup ça quand on parle de la bataille de Stalingrad. Est-ce que finalement c'est pas... la météo, c'est pas aussi un acteur de cette bataille capitale? La météo est, sur ce plan-là, une certaine méconnaissance de la météo. Il faut le dire comme ça. Parce que vous savez, Napoléon, il s'est trompé. Il dit, je raconte ça d'ailleurs dans mon livre sur Napoléon face à la Russie, que la première chose qu'il s'est trompé sur le climat russe. Mais détrompez-vous, maintenant, ce qui se passait avec les chars Léopard, qui sont les chars très lourds, en Ukraine. Pourquoi est-ce que Stalingrad, aujourd'hui, ça a un tel poids dans l'imaginaire national russe? Parce que les victimes c'est vraiment millions de gens qui ont péri. Les victimes sont évidentes. Les Allemands, ils ont failli prendre le Stalingrad. C'était une bataille de caractère national contre le caractère national allemand. Tout ça, c'est pour les Russes, c'est un symbole sacrificiel encore. Il y a beaucoup ça hein, dans ce que vous nous décrivez. Pardon? Sacrificiel ou martyrologique. Évidemment. Mais c'est pour ça que je reviens quand j'ai publié autrefois Napoléon face à la Russie. Vous savez, j'ai rappelé la nécessité de lire Tolstoï pour comprendre le pays. C'est irrationnel. Ils sont prêts à mourir pour leur pays. Et c'est finalement ce qui a essayé de raviver Poutine. Il ne cesse pas à dire pour toute la différence que nous sommes prêts à mourir pour vivre. Nous sommes prêts, le mot sacrificiel, vous êtes très fine, je dois vous dire, vous avez visé juste. Ils étaient prêts à se sacrifier. Et ça, pas seulement, il y a un aspect assez étonnant dans les choses comme ça. Parce que Hitler, il était persuadé que le pays sera divisé. Qu'il y aura les Russes, les Ukrainiens, et ça n'a pas été le cas. Ce n'était pas du tout le cas. Et ça a permis finalement ce retournement et ce symbole extraordinaire qui reste le symbole de Stalingrad. Merci beaucoup Vladimir Fedorovski. Staline-Poutine, dialogue d'outre-tombe aux éditions Balance sort à la rentrée.